conduisant inexorablement à son terme l'année scolaire 2023-2024. Elle a été marquée par des actions pertinentes, prises de façon consensuelle, en tenant compte de l'évolution du monde. C'est ainsi que l'ensemble des acteurs a pris la décision, entre autres, d'innover l'enseignement des sciences techniques et de relever le niveau de nos enfants dans toutes les disciplines en lien avec l'évolution du monde. Qui n'a pas besoin d'utiliser les nouvelles technologies de la communication, par exemple? À ce titre, il a été décidé qu'à l'étape du premier cycle de l'enseignement du second degré, l'ensemble des enfants béninois est une notion confirmée dans toutes les disciplines d'enseignement, sauf l'allemand et l'espagnol, pour lesquels l'apprenant est appelé à faire un choix. C'est donc la fin du BPC moderne long et du BPC modèle court. C'est l'ère du brevet d'études du premier cycle unique. Je puis alors assurer toute la communauté éducative de notre pays qu'il s'agit là d'une avancée notable et que cette réforme n'aura aucune conséquence négative sur la réussite des candidats à l'examen du BPC. Voilà le contexte dans lequel, ce lundi 10 juin 2024, sur toute l'étendue du territoire national, nos enfants de la classe de 3e et autres candidats libres composeront à l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC, session de juin 2024. Sur le plan national, 124 860 candidats sont inscrits, dont 61 696 filles, soit un pourcentage de 49,41%, et 63 164 garçons, soit un pourcentage de 50,59%, contre un total de 121 844 candidats pour la session de l'année dernière. Je m'en réjouis car cela montre les efforts consentis pour lutter contre la déscolarisation et la déperdition scolaire. Le nombre de centres de composition est passé de 215 en 2023 à 220 cette année. Le plus jeune des candidats a 11 ans et le plus âgé en a 52. Chers candidats, ayez confiance en vous et en tout ce que vous avez appris. Il ne vous sera rien demandé que vous n'ayez déjà appris en classe. Chacun d'entre vous doit se convaincre de ses chances de réussir. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne chance. La lutte contre la désertification et la résilience à la sécheresse sont des composantes clés de la lutte contre les impacts des changements climatiques. En renforçant la résilience des communautés à faire face à la sécheresse, nous allons contribuer à assurer un avenir plus stable et plus prospère pour nos populations. Nous devons donc à cet effet promouvoir des modes de production et de consommation durables, des mesures et des politiques efficaces pour inverser la tendance actuelle. Pour l'édition 2024, l'organisation de cet atelier vise à fournir une plateforme pour informer les participants sur la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse, la responsabilité sociétale environnementale de quelques entreprises et la vulgarisation des contributions déterminées au niveau national. L'environnement est au fait un enjeu qui n'est pas un jeu. Et c'est important que nous puissions nous donner la main pour aller de l'avant et sauvegarder notre terre. Parce que c'est dans la mesure où nous respectons la terre que la terre nous soutiendra et nous fera aller de l'avant dans le développement intégral, solidaire et durable. Depuis un certain temps, en la matière, l'Église s'invite et a frappé à la porte du ministère, et le ministère l'a ouverte largement. Et nous sommes justement dans une collaboration en la matière. C'est le moment et le lieu de remercier le ministre du cadre de vie et chacune des autorités que vous êtes autour de lui
pour pouvoir élever le Bénin vers un avenir prospère. Cette année, la Journée mondiale de l'environnement met l'accent sur un thème crucial: la restauration des terres, la lutte contre la désertification et la résilience à la sécheresse. C'est un appel à l'action, une opportunité de prendre conscience de l'urgence de protéger notre planète et de promouvoir un avenir durable pour tous. Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de gestion de l'élimination progressive des hydrochlorofluorocarbures de vos différents pays, il est prévu la certification des techniciennes et techniciens frigoristes. En conséquence, cette session est conçue pour être le coup d'envoi du renforcement des capacités des experts frigoristes que vous êtes. Une première session s'est tenue, comme on l'a dit avant moi, à Praia en juillet 2023. Et nous comptons appuyer les différents pays à la mise en place d'un programme national de certification. Les hydrochlorofluorocarbures, appelés également HCFC, qui sont des substances appauvrissant la couche d'ozone, sont remplacés par des hydrofluorocarbures HFC dans de nombreuses situations, en particulier comme fluide frigorigène. Les hydrofluorocarbures ne sont pas des substances appauvrissant la couche d'ozone, mais un grand nombre sont de puissants gaz à effet de serre au potentiel de réchauffement global élevé. La formation à laquelle vous participez est une occasion spéciale qui vous permettra de relever le niveau de vos compétences et connaissances dans divers aspects du travail sur la réfrigération et la climatisation, la manipulation sans danger des fluides frigorigènes. En effet, sur le plan sécuritaire, avec l'évolution de la technologie, seuls les techniciens qui seront certifiés devront être autorisés à installer, entretenir, réparer, récupérer et démanteler des systèmes de réfrigération et de climatisation. Cette période choisie pour cette formation s'intègre parfaitement dans la dynamique mise en place par le gouvernement du Bénin, faisant du mois de juin le mois de l'environnement. Mesdames et messieurs, le programme de certification des acteurs du froid et de la climatisation entre pour les pays présents à cette assise dans la phase finale de l'élimination des hydrochlorofluorocarbones HCFC et la préparation à la mise en œuvre de l'amendement de Kigali pour la réduction des hydrochlorofluorocarbones. Et ce programme permettra en effet de préparer les techniciens à la manipulation sécurisée des hydrocarbones, substances inflammables qui constituent des alternatives aux substances appauvrissant la couche d'ozone et aux gaz à effet de serre. La maintenance et le dépannage des appareils frigorifiques à faible potentiel de réchauffement global, dotés de technologies invertées pour l'économie de l'énergie. Le but de la présente formation est d'améliorer les connaissances, les compétences et les attitudes des techniciens en se concentrant sur divers aspects du travail dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation. La certification des techniciens est donc importante et nécessaire car elle garantira non seulement le renforcement des capacités des acteurs, mais aussi l'acquisition de solides compétences requises pour travailler avec des hydrofluorocarbones et leurs alternatives d'une manière respectueuse de l'environnement en minimisant les émissions de ces réfrigérants et les risques pour l'environnement.
Entre le Bénin et le Niger, la tension est montée d'un cran. Mercredi, les autorités béninoises ont mis aux arrêts sur leur sol 5 ressortissants nigériens. Ils sont accusés de s'être introduits au port béninois de Séméfodji sans décliner leur identité, selon la déclaration du procureur spécial auprès de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme du Bénin. Samedi, la junte militaire nigérienne, par la voix de son Premier ministre, a accusé le Bénin d'avoir kidnappé ses agents. Ali Mahaman Lamine Zeine a indiqué que le Niger a l'intention de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'obtenir leur libération. La tension est née de la volonté de la Chine de faire transiter le pétrole nigérien via le port du Bénin alors que le Niger refuse d'ouvrir sa frontière. Dans les rues d'Accra, les populations ont réclamé samedi la fin des coupures d'électricité au Ghana. Ce pays subit des interruptions intempestives dans la fourniture d'électricité depuis quelques années. Et selon les organisations de la société civile, cela ne peut plus durer. Emmenés par l'actrice Yvonne Nelson et d'autres célébrités du pays, les manifestants ont paralysé Medina Road, l'une des principales voies de circulation pour dénoncer Damsor, terme local pour délestage. J'ai le sentiment que ce gouvernement et les dirigeants actuels sont arrogants. Nous devons savoir exactement ce qui se passe et nous espérons que cela servira à faire pression sur le gouvernement pour qu'il nous rende nos lumières. La lumière n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Nous ne nous soucions même pas du montant des taxes. Nous voulons de la lumière, un point c'est tout. Les petites et moyennes entreprises sont durement frappées, entraînant baisse de productivité, perte de revenus, licenciement et donc augmentation du chômage. La situation économique est tellement difficile que les gens ne peuvent même pas se déplacer jusqu'ici. Il s'agit de personnes qui souffrent, d'hommes d'affaires qui perdent des millions de cédis parce que le gouvernement est incompétent et ne nous éclaire pas. Depuis plusieurs années, le gouvernement ghanéen multiplie les efforts sans pouvoir résorber efficacement le problème d'électricité dans le pays. En Zambie, le tribunal de première instance de Lusaka a condamné vendredi 22 ressortissants chinois et un Camerounais à des peines d'emprisonnement pour des actes de cybercriminalité. Ils ont plaidé coupables de fraude et d'escroquerie en ligne, ciblant des Zambiens et d'autres victimes de Singapour, du Pérou et des Émirats arabes unis. This is just the beginning. In the past, ce n'est que le début. Par le passé, nous avons vu des criminels s'en sortir librement après avoir commis de tels crimes. Mais cette fois-ci, parce que nous avons la loi sur la cybercriminalité dans le pays, je peux vous dire en toute confiance que la loi est maintenant opérationnelle et que c'est même un avertissement pour d'autres délinquants potentiels. So this is where now I can confidently say that the law or the act now is operational, and it's a warning even to other would-be offenders. Les accusés ont écopé de 7 à 11 ans de prison, assortis d'amendes de 1 500 à 3 000 $. Lors d'un raid en avril dernier, les autorités ont saisi plus de 13 000 cartes SIM locales et étrangères, 2 armes à feu et 78 munitions. Le Premier ministre haïtien a été hospitalisé samedi en fin de journée à Port-au-Prince, quelques jours seulement après sa nomination. Selon le gouvernement d'Haïti, Gary Conille aurait fait un léger malaise à la suite d'une semaine intense d'activité. Les raisons de l'hospitalisation de l'homme de 58 ans n'ont pas été précisées dans l'immédiat, mais certains médias, citant des sources gouvernementales, évoquent une légère crise respiratoire qui l'a conduit aux soins. Un communiqué officiel indiquait que son état était stable, sans plus de détails. Nommé il y a une semaine en remplacement d'Ariel Henry, le Premier ministre Gary Conille a prêté serment lundi à la tête d'un pays ravagé par la violence urbaine imposée par les bandes armées.
Il a la lourde tâche de conduire le pays à des élections présidentielles. Dans les jardins du Vatican, le pape François a réuni vendredi les ambassadeurs d'Israël et de Palestine afin de prier pour la paix à Gaza, comme il y a 10 ans. Je pense à l'urgence que présentent les décombres de Gaza et je demande donc un cessez-le-feu. Je pense aux familles et aux otages israéliens et je demande qu'ils soient libérés le plus rapidement possible. Je pense à la population palestinienne et je demande qu'elle soit protégée et qu'elle reçoive toute l'aide humanitaire nécessaire. Je pense aux nombreuses personnes déplacées à cause des combats et je demande que leurs maisons soient reconstruites rapidement afin qu'elles puissent y retourner en paix. Le loro case vengano ricostruite perché possano ritornare in pace. Il y a 10 ans, le pape recevait ici Shimon Peres, alors président d'Israël, et Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. Et cette année, face à Raphaël Schulz d'Israël et Issa Kassisieh de Palestine, puis une vingtaine de cardinaux joints au corps diplomatique du Saint-Siège, le pape s'est encore efforcé de trouver le juste milieu. Une médaille à titre posthume pour Waverly Woodson Jr. Il y a 80 ans, ce médecin de guerre afro-américain était blessé lors du débarquement du jour J sur la plage d'Omaha en Normandie, dans le nord de la France. L'armée américaine est revenue rendre hommage à un héros vendredi 6 juin. Le feu est si intense que tout le monde essaie de quitter le navire. Woodson descend, marche sur le rivage, s'approche de la digue. Même s'il est blessé et qu'il saigne, il commence immédiatement à soigner les blessés blottis le long du rivage, ici même. Voici le caporal Waverly B. Woodson, c'est après l'invasion, et il porte donc des galons de sergent. Ce jour-là, l'armée américaine et les Alliés ont perdu de nombreux soldats sur le champ d'une bataille féroce. Le caporal Woodson s'était conduit en brave infirmier. Il saute dans l'action et commence à soigner les blessés tout le long du rivage, ici, à Omaha Beach. On estime qu'il a soigné plus de 200 blessés. Il a tout fait, de l'amputation au rafistolage des soldats sur la plage, en essayant de préserver la vie du mieux qu'il pouvait. Après des années de lobbying, le caporal Woodson reçoit la deuxième plus haute distinction militaire américaine, la Distinguished Service Cross, saluée par la jeune génération. Je n'avais jamais vraiment entendu parler du jour J avant d'arriver ici. Comprendre ma position en tant qu'Afro-Américain et apprendre à connaître le caporal Woodson et tout ce qu'il a vécu ici à Omaha, en Normandie, me touche beaucoup. Et le fait de connaître ici, à l'endroit exact, est tout simplement historique. C'est très, très émouvant. Waverly Woodson Jr. est décédé en 2005 à l'âge de 83 ans et enterré au cimetière national d'Arlington. Dans le camp de réfugiés de Jabalia, les jerrycans s'empilent devant l'un des rares puits encore en service après les frappes d'Israël dans le nord de l'enclave palestinienne. Une inquiétante pénurie d'eau, l'autre visage de la guerre. Il n'y a ni eau ni nourriture, nos enfants sont morts de soif, nous ne nous lavons pas, nous n'entrons même pas dans les toilettes, nous n'avons rien pour survivre, nous n'avons rien, pas d'eau, pas d'électricité, rien. Il n'y a pas d'eau à boire. Cela fait 6 heures que je cherche un peu d'eau, même dans les eaux usées pour boire, mais je ne trouve pas. Nous sommes proches de la mort par manque d'eau. Ayez pitié. Après le bref passage des forces israéliennes il y a plusieurs semaines,
75% des puits d'eau de la région ont été détruits, selon la municipalité de Jabalia. Les Nations Unies ont alerté sur le risque de maladies telles que le choléra dans l'enclave, en raison de manque d'eau potable, des mauvaises conditions sanitaires et des températures élevées dans la région, des températures qui promettent de grimper davantage. L'été arrive. Cette fumée épaisse provient du camp de réfugiés de Nuseirat. L'armée israélienne a frappé samedi au centre de Gaza et le Hamas annonce au moins 210 morts. La plupart des morts seraient arrivés à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, situé à proximité. Certains exposés dans la rue, selon Khalil Al-Dragan, porte-parole de l'hôpital. Al-Dragan déclare que les morts avaient tous été touchés par les tirs israéliens dans le camp de réfugiés de Nuseirat plus tôt dans la journée et que des dizaines d'autres auraient été blessés. Une scène de chaos qui témoigne de l'ampleur de la terreur. Les autorités palestiniennes parlent d'au moins 400 blessés. L'armée israélienne intensifie ses opérations dans la ceinture centrale de l'enclave. Elle avait déclaré un peu plus tôt avoir libéré 4 otages.